c'est une moyenne. Et comme toute moyenne, ça n'existe pas. L'Europe, c'est la moyenne d'une moitié sud, méridionale, qui a des problèmes réels, importants, significatifs, qui sont là et dont la résolution n'est pas sûre. Et nous n'avons, nous, à Mutual Sea Risk, quasiment aucune exposition dans ces pays. Et par contre, vous avez une Europe du Nord, la moitié nordique de l'Europe est en excellente santé. Elle jouit d'un environnement d'intérêt, de taux d'intérêt extrêmement favorable. L'environnement de société est en pleine santé, comme je vous l'ai dit, et vous avez quand même des sociétés maintenant qui sont moins orientées vers l'extérieur, qui sont plus orientées vers la région, plus, je dirais, domestiques d'un point de vue régional, qui nous paraissent tout à fait intéressantes. Et là, je donne deux secteurs. L'un est la santé, pharma, et l'autre sont les télécommunications. La santé, les valeurs pharmaceutiques européennes se sont traitées historiquement à 20 fois les bénéfices. Maintenant, elles se traitent à 10. Elles se traitent à 10 et parfois à moins. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les marchés ont pris peur de l'expiration des licences d'exclusivité sur certains de leurs produits phares, ce qu'on appelle le generic cliff, le patent cliff. Et c'est ça qui a provoqué la chute des multiples de 20 à 10. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques sociétés en Europe qui ont fait face à ce problème des génériques et qui ont pris des mesures pour résoudre ce problème. Pas tellement d'un point de vue de pipeline de nouveaux produits, mais essentiellement, il faut regarder les choses en face, par des opérations de croissance externe. Et pour vous donner un exemple, par exemple Sanofi en France, que vous connaissez tous, Sanofi après l'opération de Genzyme, ils ont payé cher, c'est certain, mais d'un point de vue stratégique, l'intégration de Genzyme va être extrêmement bénéfique à Sanofi. Et donc acheter du Sanofi à 8,5 ou 9 fois les bénéfices, à mon avis, me semble une bonne chose. Dans le domaine des télécommunications, chez nous, vous savez, quand on regarde une société, ça part toujours avec des niveaux d'évaluation faibles. C'est ça qui attire notre attention. Et on se demande, la grande partie du travail, c'est de découvrir pourquoi c'est bon marché. Et la plupart du temps, on se dit, oui, c'est bon marché pour bonne raison. Et les télécommunications, il était certain que c'était très bon marché, surtout d'un point de vue de génération de cash flow, de rendement de cash flow. Un des outils d'évaluation qu'on utilise beaucoup chez nous d'un point de vue analyse, c'est le free cash flow yield, qui est le rendement du cash flow disponible pour soit retourner aux actionnaires, pour soit faire des opérations de croissance externe, après avoir payé les dépenses d'investissement, les frais financiers et les impôts, avant les dividendes. Car dividende, c'est un retour aux actionnaires. Donc, lorsque ces sociétés ont commencé à générer des rendements de free cash flow yield à 2 chiffres, au-dessus de 10%, ça a commencé à nous intéresser beaucoup. Donc, on s'est rendu compte dans ce secteur que le marché, à notre avis, sous-évaluait les perspectives de croissance de trafic de données. Tout le monde est tout à fait conscient de la chute structurelle, du déclin structurel des lignes terrestres, de la téléphonie terrestre, et de l'environnement réglementaire de plus en plus difficile pour la téléphonie mobile, surtout en ce qui concerne les taux de termination rates pour les appels. Mais l'explosion du trafic de données est, à mon avis, quelque chose que le marché n'a pas toujours bien saisi. Donc ça, c'est une chose qui nous paraît important. Alors, la chose la plus importante, à notre avis, ce qui va se passer en Europe cette année, c'est la croissance des opérations de fusion-acquisition. Et ça, il y a un bon nombre de raisons. D'abord, vous avez de bons cash flows dans la majorité des sociétés européennes. Il y a d'excellents cash flows. Deuxièmement, quand vous êtes le patron d'une société avec de bons cash flows, un bon bilan
et des perspectives de croissance de votre top line, de votre chiffre d'affaires plutôt médiocre, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à regarder s'il n'y a pas moyen de mettre un peu de nitroglycérine dans votre top line par des opérations de croissance externe. Donc moi, je passe mon temps à rencontrer des chefs d'entreprise. Le contact avec le management est l'outil et la clé de voûte de notre processus d'investissement. Et donc, moi, je suis absolument convaincu qu'un grand nombre de sociétés européennes sont à la recherche d'acquisition. Les bilans sont solides. Les sociétés ont accès au marché des capitaux, elles n'ont pas besoin des banques pour se faire financer. De toute façon, les banques ne veulent pas financer parce qu'elles ont des contraintes, de bilan. Donc, mais les marchés obligataires sont encore bien ouverts. Donc, les sociétés ont du cash dans leur bilan et en plus de ça, elles ont accès au marché des capitaux à des conditions d'intérêt qui sont extrêmement importantes. Philippe, on va d'ici quelques minutes prendre aussi les questions de la... J'ai presque fini. Non, je vous en prie. Presque fini. Donc, ça ne coûte pas beaucoup. Les coûts de financement ne sont pas importants. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en Europe. Les États-Unis sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus en avance. Mais moi, je pense que l'eau est en train de commencer à bouillir en Europe. Voilà, les sociétés sont encore très conservatrices. La taille des deals est très faible encore par rapport à l'historique. Il y a très peu d'opérations hostiles. Les deals en cash sont encore très prédominants. Et tout ça, c'est le signe d'une phase de début, d'une phase initiale de fusion. Et les primes sont encore à des niveaux historiquement bas. Alors, vous voulez tous savoir, je pense, quelles vont être les sociétés qui vont être achetées. Alors, vous êtes déçus. Mais j'ai quand même essayé de trouver des secteurs, des secteurs alors, voilà, où sont les bilans les plus solides? Ce sont dans les nouvelles technologies, l'énergie, la santé et la consumer discretionary. Quels sont les secteurs qui sont plus fragmentés qu'aux États-Unis? Donc là où le potentiel de consolidation est le plus grand. La vente au détail de produits alimentaires, food retail, les médias, les télécoms et les biens d'équipement, et où sont les free cash flows les plus abondants, bien entendu dans les télécoms, je viens d'en parler, mais également dans les matériaux. Et comme vous voyez sur le graphe, les fusions, acquisitions et la santé du marché, il y a une très, très grande corrélation. Voilà. Alors, un petit mot rapide sur la détresse. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien à faire en Europe. Il n'y a rien à faire en Europe pour la raison très simple, c'est qu'il n'y a pas eu de faillite industrielle retentissante en Europe depuis un moment. La dernière dont je me souviens, c'est Eurotunnel, et on était très, très impliqués dans Eurotunnel. La source principale aux États-Unis d'investissement de détresse sont les banques. Ce sont les banques qui vendent leurs crédits. Pourquoi c'est la source principale? Parce que les crédits bancaires sont les crédits les plus seniors dans le totem des créanciers d'une société. Ce sont les crédits les plus collatéralisés en général et donc les plus intéressants, les moins risqués. Et les banques européennes font un peu la politique de l'autruche, sont tout à fait réticentes à se désendetter et à lâcher des actifs, donc à lâcher des crédits. La dernière raison est une raison d'équilibre entre la demande et l'offre. C'est qu'il y a, moi je suis surpris régulièrement par la facilité avec laquelle les private equity funds, les hedge funds, particulièrement aux États-Unis, lèvent des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour faire du distress en Europe. Alors vous avez des montagnes d'argent qui cherchent à s'investir et fort peu d'opérations, fort peu de marchandises de détresse, et le résultat est bien simple, le rapport qualité-prix n'a aucun intérêt. Alors je regrette ça parce que comme la fusion-acquisition, l'investissement de fusion-acquisition et l'investissement de détresse offrent historiquement une très très grande décorrélation par rapport au marché, et ça aide beaucoup à gérer la volatilité. Pour nous, la volatilité, c'est l'ennemi, et investir dans de l'arbitrage ou du distress aide beaucoup à réduire ça. Voilà. Maintenant, si vous êtes intéressé sur Thyssen, pour vous donner deux mots sur Thyssen. Thyssen est un conglomérat allemand, vous le connaissez bien. C'est un conglomérat qui a toujours
eu une évaluation de conglomérat de faibles multiples pour de bonnes raisons. La raison principale, c'est que le processus d'allocation de capital chez Thyssen a toujours été très médiocre. Beaucoup plus intéressé par la taille, les positions de marché que le rendement des capitaux investis. Et ce qui a été pour nous intéressant, parce qu'une chose importante, c'est lorsque vous trouvez une société, un candidat d'investissement qui est bon marché, c'est la moitié de l'équation. L'autre moitié de l'équation, c'est d'essayer de venir avec un scénario ou des scénarios de catalyseurs qui vont permettre de réduire ou d'éliminer cette sous-évaluation. Et dans mon expérience, le catalyseur le plus important, c'est l'arrivée d'un nouveau management. Moi, ça fait bien longtemps que je m'occupe de ça, et de très 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 loin, l'arrivée d'un nouveau CEO est le catalyseur le plus important. Ouais, ça, c'est arrivé chez Thyssen en novembre dernier, quelque part ici. L'annonce d'un nouveau CEO est arrivée. On le connaissait très bien parce qu'il était avant le patron d'une des divisions de Siemens, où il avait très bien marché. Et le fait qu'il était engagé par Thyssen comme CEO pour réorganiser la société, pour nous, était un signal extrêmement puissant, extrêmement important. Et comme espéré, pas tellement attendu, mais comme espéré, il a annoncé il y a maintenant 2 mois un programme important de restructuration, de vente de bon nombre de leurs activités, à peu près 16% de leur chiffre d'affaires, 35 000 sur 150 000 employés, c'est beaucoup, c'est un programme de restructuration tout à fait profond. Ça a été très très bien repris par le marché, parce que là, c'est là où ça a été annoncé. Et maintenant, l'histoire de Thyssen est une histoire d'exécution du programme, car les gens savent ce qui va se passer, la vente des opérations d'acier inoxydable, la vente des activités automotives, la vente de certaines activités navales, construction navale, d'ingénierie navale, mais il n'est pas du tout impossible, si tout se passe comme attendu, que Thyssen bénéficie non seulement d'une croissance de ses bénéfices, de ses earnings per share de façon importante, mais également jouisse d'une réévaluation des multiples, donc d'une augmentation de multiples. Donc là, vous avez un double effet de levier. Voilà.